Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du Forum de la Presse. Dans votre espace consacré à nos confrères journalistes, nous parlerons de Gao avec cette marche du 12 juillet dernier qui a malheureusement fait des victimes. Nous parlerons du processus de paix avec cette réunion d'explication de sortie de crise entre la plateforme et la CMA autour de la gestion de Kidal qui se déroule actuellement à Niamey. Le Sénat français à travers un rapport qui dit que le mandat des Nations Unies doit être plus robuste. Nous en parlerons également dans ce Forum de la Presse. Si le temps nous le permet, nous allons également parler de Djenné où le patrimoine serait donc en danger selon l'UNESCO. Nos invités pour en parler sont Cheikh Amadou Djouara et le journaliste reporter indépendant. Bonsoir Cheikh Djouara. Bonsoir. Lamfia Sinaba, il est de l'Éveil Hebdo. Bonsoir Lamfia. Bonsoir. Alassane Maïga de la radio Fitila, il intervient depuis Gao. Bonsoir Alassane. Et Célia Dalmeida du journal du Mali, elle sera sous peu avec nous. Bienvenue, je suis Ousmane Diadje Touré pour vous présenter cette émission et la mise en onde est assurée par Nuhungiri. Le grand dialogue. Mardi passé, 12 juillet, la jeunesse de Gao a marché contre la mise en place des autorités intérimaires et leur prise en compte dans le processus de DDR. 3 morts parmi les manifestants, 36 blessés. Une marche de soutien de la jeunesse a eu lieu à Bamako ainsi qu'à Tombouctou pour soutenir la jeunesse de Gao. Cheikh Amadou Djouara, vous qui êtes journaliste reporter, vous connaissez très bien Gao. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer cette situation? Est-ce que c'est une bavure? Est-ce que c'est une irresponsabilité de la part des mouvements de jeunesse qui ont marché sans l'aval des autorités? Comment est-ce qu'on peut expliquer ce qui s'est passé à Gao? Bon, d'abord moi je pense que c'est une bavure, ça c'est clair. Ça, je vais dire dans le débat, on n'est même pas à ce niveau. Après, une responsabilité des jeunes par rapport à ça, je vais dire la marche par exemple de protestation contre un accord à l'époque supposé secret entre la MINUSMA et les groupes armés qui avait fait aussi des morts et qui avait été condamnés par tout le monde, y compris les autorités, la société civile et tout le monde au Mali. Personne n'avait parlé de cette question d'autorisation de la marche. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'on va sortir cette histoire. Depuis 2012, une marche n'avait jamais été autorisée à Gao. Donc il y avait eu des marches et à chaque fois qu'il y a eu des situations de ce genre, que ce soit les autorités, la société civile, l'opinion nationale et internationale, tout le monde s'en est indigné, tout le monde en a fait les condamnations qu'on avait à faire sans évoquer cette histoire d'autorisation par rapport à la marche. Donc je pense que par rapport à ce sujet, vraiment le débat ne se pose pas. La marche n'a pas été autorisée, aucune marche n'avait été autorisée, mais pourtant, toutes les marches qui ont eu à se passer avant avaient été saluées par les autorités à l'époque, avaient été saluées par la société civile pour apprécier le sens du patriotisme de ces jeunes qui se battent pour la défense de la République, pour la défense des acquis démocratiques. Alassane Maïga, vous êtes de la radio Fitila de Gao, est-ce que vous nous recevez ? Je vous entends très bien. Merci pour votre disponibilité, Alassane. Alors, dites-moi, est-ce que cette marche à Gao, qui a été réprimée, on va le dire, met en danger la paix aujourd'hui? Je crois que ça ne met pas la paix en danger, mais ce que ça peut mettre en danger, c'est les rapports entre les militaires et les civils, sinon la population de Gao. Ah, ça c'est mon avis. J'ai suivi tout de suite Diawara ce qu'il a dit. Il avait raison. Il faut se rappeler que le 12 mai déjà 2007, les enfants avaient marché pacifiquement. Ils ont amené leur lettre au gouverneur pour que ça soit envoyé au président de la République. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette fois-ci? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a amené cette situation dramatique? Situation dramatique, ça fait que je crois que ceux qui devaient surveiller la marche, parce que déjà dans la soirée déjà, il y avait la tension, parce qu'on avait envoyé dire aux radios que par décision numéro 16-069 de la mairie que la marche est interdite.
Alors que donc, les enfants qui savaient qu'ils devaient marcher pacifiquement et surtout qu'ils avaient déjà l'habitude, supposaient que la marche de demain, c'est sans problème. Et à leur grande surprise, grand entraînement, ils ont compris que c'est... Alors là, ils se sont dit que ça ne va pas quelque part. Et ils se sont organisés cette fois-ci en grand nombre. Et c'est peut-être ça qui a dépassé les forces de sécurité, les policiers. Je crois qu'ils ont été dépassés par les événements. Et c'est comme ça que c'est arrivé. Merci. Restez donc avec nous, Alassane Maïga de la radio Fitila. Le temps de faire réagir Célia d'Almeida. Célia d'Almeida du Journal du Mali, bonsoir. Bonsoir. Alors, dites-moi, on a écouté le président de la République dans un discours assez laconique hier. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce qu'il a dit par rapport à cette situation? Ce que j'en ai retenu en tout cas, c'est que le chef de l'État a déclaré qu'il y avait encore du travail à faire en ce qui concernait l'explication et l'appropriation par les populations de la question des autorités intérimaires. Et je pense donc que pour l'exécutif malien, pour l'instant, les remous qu'il y a sont consécutifs à une mauvaise compréhension de cette question des autorités intérimaires, ce qui pose le problème donc de la mauvaise explication de ce que sont que ces autorités intérimaires. Et ça révèle un peu en fait tout le problème de ce qui se passe au Mali aujourd'hui, d'une population qui est en mal d'information, en mal d'écoute, et qu'il faut rassurer aussi, parce que les défis sont nombreux, parce que les frustrations aussi sont nombreuses. Et cet exercice d'explication, d'aller vers le peuple et lui dire voilà ce qu'il y a, voilà ce que nous avons l'intention de faire, voilà en quoi nous avons besoin de vous, il faut que cet exercice se fasse. Et pour l'instant, il n'est pas encore fait, à mon entendement en tout cas. Merci Célia pour cette analyse. Lamfia Sinaba de l'Éveil Hebdo, dites-moi, Gao a subi quand même les stigmates de cette occupation, se sont fait ressentir à Gao, surtout sur la jeunesse gaoise. Est-ce qu'il faut une gestion particulière aujourd'hui pour cette jeunesse de Gao? Parce que quand on regarde parmi les revendications, il y a la mise en place des autorités intérimaires, mais également leur prise en compte dans le processus de DDR. Ils veulent être intégrés dans les forces de défense et du Mali. À mon avis, il le faut quelque part parce que d'après les informations que nous avons reçues, c'est des jeunes qui avaient déjà remis les armes, parce que c'est le problème qui se pose aujourd'hui. Est-ce que c'était des combattants à l'origine? Des résistants. Des résistants et qui avaient des armes qui ont été, selon des informations, remises en son temps. Je me dis qu'aujourd'hui, ce problème ne devrait pas se poser. Mais pour revenir un peu en erreur par rapport à ce que Célia a dit tout de suite, le contenu, parce que le président, j'ai l'impression qu'il accuse quelque part. Il accuse qui? Ceux-là qui étaient censés expliquer l'accord. Parce que du coup, ce qui s'est passé était... On aurait pu éviter s'il n'y avait pas une incompréhension. Autrement dit, tous ces millions qu'on a investis en termes de sensibilisation, d'informations autour de l'accord d'Alger, de l'accord issu du processus d'Alger, je me dis quelque part que le président est en train d'accuser. Maintenant, qui? Alors, à qui justement est-ce qu'on peut où situer les responsabilités par rapport à la communication autour de l'accord? Est-ce que vous pensez même qu'au niveau de Bamako ou dans les autres régions, cet accord-là est compris? Est-ce que les populations l'ont intégré? À mon avis, c'est très difficile de dire aujourd'hui que cet accord-là a été compris par l'ensemble des Maliens, dans la mesure où jusqu'à présent il y a certaines interprétations erronées autour de l'accord quelque part. On peut se permettre de dire qu'il n'y a pas une appropriation de façon véritable. Et c'est regrettable à ce stade aujourd'hui. C'est Almeida, Cheikh Douara. Juste après Cheikh Douara, je vous donne la parole, Célia. Vas-y. Moi, je pense que, oui, quand on écoute le discours du président et certaines interprétations depuis quelques jours, par rapport à ça, on parle de compréhension erronée. Moi, je pense que s'il y avait eu une explication, une présentation efficiente, édifiante, cohérente et sincère
du contenu des dispositions de l'accord, mais aujourd'hui, on ne serait pas buté à une compréhension erronée. Non, cette compréhension est-ce que erronée les différentes émane... parties elles-mêmes ont la même interprétation de l'accord d'Alger? Non, l'accord il est unique, c'est un seul. Est-ce que la plateforme comprend l'accord de la même manière que la CMA? Est-ce qu'elle le comprend, elle, de la même manière que le gouvernement aujourd'hui? Bon, après, c'est clair que dans les forces politico-militaires et tout ça, chacun joue son jeu avec le document, mais c'est que sûr, ça reste le même document, ça ne change pas dans le contenu. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a plutôt un mea culpa à faire plutôt qu'une accusation au niveau de l'État, à commencer par le président de la République qui est le premier responsable de la mise en œuvre de cet accord. Et je pense que si ces équipes avaient fait leur travail comme ils le devaient, on ne serait pas habitué à ce problème. Ce n'est pas aux citoyens de faire une compréhension divine de l'accord. L'accord, c'est comme ce qui est dans la Bible ou qui est dans le Coran. Il faut juste le transmettre et de façon claire et efficiente. Et il faut revoir l'approche participative et l'approche en termes de communication terminée. Tout le problème est là. Et après, c'est clair qu'il y a des prédateurs qui sont là, il y a des récupérateurs, etc., qui l'utilisent dans leur manière. Mais ça, c'est de leur échec que ceux-ci pourront réussir. Merci, Cheikh. Célia Almeida, rapidement, avant de revenir vers Gao. Je suis tout à fait d'accord avec Cheikh et je pense que justement, en plus de peut-être cette mauvaise compréhension, même ceux qui ont compris, il y a beaucoup de choses dans cet accord auxquelles les Maliens n'ont pas adhéré. Et on a dit, bon, c'est des compromis qu'il faut faire pour que la situation évolue. Le drame, c'est que la situation n'évolue pas. Les choses ne vont pas dans le sens auquel les Maliens s'attendaient. Et je ne parle pas seulement du point de vue du Nord, mais du point de vue même de l'amélioration de la vie des gens, tout simplement. Il y a beaucoup de choses qu'on disait, bon, on accepte l'accord, mais ça va amener ça. Et le ça ne vient pas, ce qui fait que les frustrations se renforcent. Les gens se disent, mais on a lâché, c'est comme ça qu'on le comprend, hein. On a lâché une partie des prérogatives, de la souveraineté, etc. du Mali, en échange de rien. Ou pire, en échange de privilèges, de jeux mesquins de ceux qui sont censés mettre en œuvre cet accord. Donc, en fait, c'est un mélange de beaucoup de choses, et d'incompréhension, de bonne compréhension, mais de mauvaise interprétation ou de mauvais usage de cet accord-là pour les intérêts, et qui, comme je le dis souvent, il y en a beaucoup dont nous n'avons même pas idée, en fait. Merci. Alors, Alassane Maïga de la radio Fitila, dites-moi, comment est-ce que ce discours du président de la République a été perçu par la jeunesse gaoise hier? Bon, les jeunes de Gao, c'est comme d'habitude, nous vous soutenons, nous sommes avec vous, mais les jeunes de Gao sont, si vous voulez la vérité, ils sont passés contre même leur président, parce qu'on supposait que depuis qu'il est rentré au pouvoir jusqu'aujourd'hui, il devait, pour prouver que Gao a fait la gloire du Mali, Gao a fait la résistance, Gao a tout fait pour que le Mali reste le Mali, avec toutes les situations difficiles. Alors je crois qu'il revenait au président de la République pour sa première visite sortie, c'est d'être à Gao, encourager les gens, écouter. Et s'il avait écouté les gens, s'il était à Gao là, il avait écouté les gens, cette situation n'allait pas arriver aujourd'hui. Parce que les enfants allaient parler de leur situation, les vieux allaient parler de leurs problèmes, les femmes allaient parler de leurs problèmes, et infiniment ils allaient partir avec tous les problèmes du Gao. Et aujourd'hui, ce qui est arrivé avant-hier n'allait pas arriver. Merci. Alors, Cheikh Amadou Diouara, vous êtes également de Gao. Oui. Dites-moi, aujourd'hui, quand on regarde, il y a une marche de soutien qui a eu lieu à Bamako hier, une marche de soutien qui a eu lieu à Tombouctou hier à la jeunesse de Gao. Kaï s'apprête également à marcher. Est-ce que ce n'est pas la jeunesse malienne dans son ensemble qui, aujourd'hui, profite de cette situation à Gao pour mettre à nu les problèmes qu'il y a face aux nombreux défis de la vie? Moi, je ne dirais pas profite, je dirais peut-être s'inspire. Parce que Gao, il faut qu'on le sache quand même, que quand Gao sortait le 12, il n'était pas sorti pour Gao. Quand Gao était sorti contre l'aménagement ou avec les morts, ils n'étaient pas sortis pour Gao. Ils étaient sortis pour le Mali. Et à chaque fois que Gao sort pour défendre la République. La défense de la République a toujours été le leitmotiv de la jeunesse de Gao. Et je pense qu'on ne va pas revenir sur tout ce qui s'est passé depuis 2012 et tout ça. Et je pense que il faut qu'on fasse très attention. Depuis quelques jours, il y en a qui essayent de dire non, il y a eu de la manipulation, il y a des gens qui sont venus d'ailleurs. Il faut qu'on sache que ceux-là qui sont à Gao et qui tiennent ces mouvements de protestation, excusez-moi de l'expression, ce n'est pas des troubadours qui s'élèvent et qui sont manipulés par des marionnettistes derrière. Jamais. Il faut qu'on sache que ceci, quand je vous donne l'exemple de Moussa Bouré Mayoro qui est à la tête de ce mouvement, c'est un universitaire, c'est un professeur de philo. Les Issa Bonkara, c'est des intellectuels
intellectuels, c'est des juristes, c'est des personnes qui savent exactement ce qu'ils font. Quand aujourd'hui, il y a des documents qui sont signés, qui engagent le Mali, c'est des gens qui s'en saisissent, qui lisent. Souvent, l'accord secret qui était passé entre la MINUSMA et la SEMA, même l'État n'était pas au courant, même s'il était au courant, il n'en a pas fait son problème. C'est ces jeunes qui sont allés s'en saisir de ces documents, les lire, les comprendre et dire non, on n'est pas d'accord. Ils sont sortis, ils se sont battus, ils sont morts pour ça. Et c'était le cas. Et leurs prérogatives ont été prises en compte à ce moment. Évidemment, évidemment. Et comme ce fut le cas aussi... Je vais devoir vous arrêter, juste le temps d'observer quelques secondes de pause. Nous reviendrons pour la suite de cette émission. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Le Forum de la presse fait la revue de l'actualité de la semaine et à cet effet, nous recevons Cheikh Amadou Diouara, journaliste reporter, Lanfia Sinaba de l'Éveil Hebdo. Une dame nous a fait l'honneur d'être avec nous, Célia Dalmeida du Journal du Mali, également Alassane Maïga de la radio Fitila qui intervient depuis Gao. Merci madame, merci monsieur pour votre disponibilité. Cheikh Amadou Diouara, je vous retire la parole un petit moment, le temps de faire réagir Célia Dalmeida. La jeunesse au Mali en général, est-ce que elle n'est pas un peu en désarroi face aux nombreux défis de la vie et avec cette nouvelle situation, l'accord qui n'est pas très bien compris? Permettez-moi d'enlever le un peu. La jeunesse, elle est en désarroi. La belle illustration, c'est les centaines qui meurent dans la Méditerranée tout le temps. Ça veut dire que c'est une jeunesse qui manque d'horizon, c'est une jeunesse qui manque de repères, c'est une jeunesse qui a peur de son avenir, pas pour, mais d'eux, parce elle voit un avenir qui vient, qui ne lui donne pas envie. Et justement, c'est le drame aujourd'hui, c'est que nous avons de moins en moins envie. Et quand un peuple n'a plus envie, eh bien, il se laisse abattre. Et ce qui me plaît dans cette histoire, c'est que les jeunes ont décidé de ne pas se laisser abattre, de se faire entendre. Et ils se font entendre pas en cassant, pas en prenant les armes, comme d'autres l'ont fait, mais en manifestant et en voulant que ceux qui les dirigent prennent en compte leurs préoccupations. Donc je pense qu'on gagnerait vraiment. On passe notre temps au Mali à dire la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Mais non, c'est pas l'avenir de demain, c'est l'avenir tout court. Et la jeunesse, c'est le présent. Et il faut vraiment qu'on prenne en compte ces jeunes-là aujourd'hui, parce que sinon, c'est une vraie bombe à retardement. Et si on ne fait pas attention, si ces jeunes-là se retournent contre ceux qui sont censés leur apporter des solutions, le Mali, qui n'est pas encore sorti de l'ornière, risque de replonger encore plus profondément et ça, on ne le souhaite pas. On ne le souhaite effectivement pas. Nous allons à présent parler de sécurité avec les attaques et les assassinats qui se multiplient à l'intérieur du pays, notamment à Gossi où un commerçant a été abattu cette semaine par des bandits armés non identifiés. Et la particularité, c'est qu'ils sont à moto cette fois-ci. Dimanche dernier également, 2 hommes de la tribu Eklan Inansan ont été assassinés à Ansongo par également des gens à moto. 6 bandits armés toujours à moto ont attaqué Douekile également. Il y a eu de nouvelles mesures pour renforcer le dispositif sécuritaire dans la région de Mopti. On parle notamment d'interdiction de circulation sur certains axes routiers et le lancement d'opérations de perquisition. Lanfia Sinaba, est-ce que ces dispositifs peuvent marcher? À mon avis, c'est de nature à apporter un plus, mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'interdire des routes à des gens, c'est des routes ciblées en ce moment. Mais ces bandits armés, ils viennent n'importe quand et n'importe comment. À mon avis, il faut plutôt miser sur les patrouilles et surtout miser sur les moyens aériens. On sait que le Mali n'est pas doté d'une force capacité aérienne aujourd'hui. L'armée est en sous-effectif, en sous-équipement. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? On a des partenaires. On a des partenaires, mais avant les partenaires, les moyens que nous-mêmes nous avons, pourquoi ne pas réduire par exemple le terrain de vie de l'État? La patrie en a besoin aujourd'hui, ce n'est pas exclu. C'est une éventualité. Cheikh Amadou Diouara, pourquoi est-ce que c'est si difficile de sécuriser le Mali aujourd'hui? Pourquoi est-ce que c'est si difficile? Parce que d'abord, le Mali est un pays infecté.
Donc quand il y a une infection dans le système sécuritaire, ça devient beaucoup plus difficile. On est passé d'une situation frontale à une situation asymétrique, ce qui devient encore plus complexe. Moi, je pense qu'il y a un aspect qu'on oublie souvent, je pense que le renseignement. Pour une maîtrise de la sécurité, il faut surtout le renseignement parce que c'est ce qui peut nous doter de capacités d'anticipation pour éviter beaucoup de situations. Et la FIA a parlé tout de suite, pourquoi ne pas réduire le terrain de vie de l'État. Juste pour ton information, il y avait eu une tentative de réduction du terrain de vie de l'État. Au lieu de réduire dans certains terrains, en fait, dans certains niveaux, on a commencé par réduire dans les budgets de la sécurité d'État. Pourtant, c'est là où on a le plus besoin, c'est là où aujourd'hui il faut mettre les moyens, c'est là où aujourd'hui il faut renforcer les capacités pour que ça puisse mieux payer. Donc, mais par contre, je pense qu'il faut plutôt orienter vers où est-ce qu'il faut plus s'appuyer dans cette réduction du niveau de vie de l'État. Célia d'Almeida, c'est quoi le grand défi aujourd'hui dans la sécurisation du pays? Est-ce qu'on parle un peu, on va dire, des équipements, des armements, de la formation, des effectifs? Je suis du renseignement, comme je suis d'accord avec Cheikh, c'est surtout le renseignement, parce que les effectifs ça va lentement, mais ça va. Mais le renseignement s'obtient avec des moyens également. Le renseignement s'obtient avec des moyens, mais surtout le renseignement s'obtient aussi avec la volonté d'un partenaire qui est très important, qui est la population. Et justement, tout ce dont on est en train de parler est lié. Si la population n'a pas confiance, si la population ne sait pas ce qu'on va faire de ce qu'elle donne comme information, eh bien, elle ne va pas les donner. N'oublions pas que ces gens qui font tirer et tout ça, ce sont la plupart du temps des Maliens. Ce n'est pas des bandits qui viennent de Syrie ou de... Non, ce sont des Maliens qui sont dans nos communautés et qui, parce qu'ils sont opposés aujourd'hui, je pense que c'est cette lecture qu'on peut faire des assassinats que vous avez évoqués, qui sont opposés dans une lutte de pouvoir, de contrôle de territoire, aujourd'hui entre les tribus, entre les ethnies, entre les... Voilà, c'est surtout ça. C'est pas du terrorisme, hein. C'est du banditisme et de la lutte de territoire. Maintenant, comment voulez-vous qu'un frère ou un cousin ou un machin aille livrer son beau-père ou son... Voilà. Il faut vraiment que les gens soient en confiance et qu'ils fassent aussi confiance à la justice. Parce que si vous livrez quelqu'un et que la semaine d'après, ce même individu revient vous trouver sur place... ça donne pas envie aux autres autour de collaborer. On va pas promouvoir la culture de la délation non plus, mais il est vrai qu'il est important que la population se sente en confiance, ait confiance en sa justice, ait confiance aux forces de sécurité qui ne tirent pas sur les gens, pour les aider à arriver à... Et sur la question de la réduction du train de vie de l'État, ça... Enfin, 3 points de suspension. Alassane Maïga de la radio Fitila, vous intervenez depuis Gao. Dites-moi Alassane, est-ce que vous pensez que le processus des DDR, s'il est complet, va permettre au pays d'être le plus sécurisé? Bon, moi, en tout cas, les DDR, je ne pense pas. Parce que je pense que même ça, c'est parce que nous avons trop de failles. Hein? Parce que même si on fait les DDR, moi je crois qu'avec le système là qui est déjà rentré, façon islamiste, façon terrorisme, alors là je crois que c'est un autre combat. Vraiment c'est un autre combat. Merci Alassane. Vous restez avec nous pour la suite de ce débat, de cette émission. Ouais. C'est l'Amphia Sinaba qui a déjà été le premier à réagir sur la question. Alors très rapidement, Célia d'Almeida. Oui, pour dire que justement, quand il parle de terrorisme et tout ça qui sont rentrés, ce n'est plus vraiment les groupes armés qui sont le problème du Mali aujourd'hui. C'est cette menace asymétrique là qui vient de frapper encore en France. Donc je pense que il est vraiment... J'ai l'impression qu'on n'a pas encore pris la mesure des enjeux, de ce à quoi nous sommes confrontés. Et cette mesure-là, il urge de la prendre pour que le Mali, justement, fasse appel à ceux qui sont censés l'aider. Et ce n'est pas forcément MINUSMA, il y a d'autres troupes, il y a les Tchadiens, il y a d'autres personnes les Tchadiens qui font partie de la MINUSMA aujourd'hui, qui font partie des forces de la MINUSMA. D'accord. Hein? Et qui doivent s'impliquer un peu plus. Et je pense que le nouveau mandat peut-être on va en revenir d'ailleurs, puisqu'on en parlera. Le Sénat français a jugé
souligné justement que le mandat des Nations Unies doit être plus robuste. Mais en attendant, on va parler rapidement de la plateforme et de la CMA qui se réunissent à Niamey autour de la gestion de Kidal. Cheikh Diawara, est-ce qu'il était nécessaire d'aller à Niamey pour cette rencontre-là? Ils se sont bien entendus avec le forum d'Anefis qui a permis à la plateforme d'arriver à Kidal, notamment le Gatia, avec armes et bagages. Vous savez, depuis que nous avons commencé les processus de dialogue, depuis Ouaga, le 18 juin 2013, jusqu'aujourd'hui, on ne s'est jamais bien entendu sur quoi que ce soit. On a toujours dit... Bon, est-ce que l'on parle aujourd'hui de la classe politique dans son intégralité? Moi, je parle en général de tout ce qui concerne le processus de dialogue, de discussion par rapport à cette crise. On ne s'est jamais bien compris, c'est-à-dire on n'a jamais bouclé une négociation. On a toujours laissé une parenthèse, on a toujours laissé une fenêtre pour des éventualités, et c'est toujours là que va venir les failles. Et chacun, après ça, joue son jeu. La CEMA et la plateforme. En plus, il faut qu'on sache que la rencontre d'Anafis n'était pas une rencontre entre la CEMA et la plateforme, ce n'était pas une rencontre entre le Mali et les rebelles, c'était une rencontre entre les tribus Imarad et associés et les tribus Iforas et associés. Le communiqué final a été signé par les deux. Évidemment. Justement, est-ce que c'est parfois ces rouages traditionnels qui enlèvent les lourdeurs administratives, on va dire, de la communauté internationale parfois, qui ont fait leurs preuves parfois? Est-ce que c'est pas une espèce de, je dirais pas justice traditionnelle, on ne parle pas de justice, mais une espèce d'entente consensuelle entre les parties qui donne des résultats sur le terrain? Elle a quand même permis donné des résultats puisqu'on en est encore là aujourd'hui. Oui, mais il y a eu des engagements. La plateforme est arrivée à Kidal sans un coup de feu avec armes et bagages. Il y a eu des engagements dits sur l'honneur, mais qui ont donné quoi? En fait, en plus, la CEMA est rentrée à Kidal avec armes et bagages, la plateforme est rentrée sans un coup de feu. Mais comment ça s'est passé? Moi, j'étais sur le tarmac de l'aéroport de Gao avec le chef d'état-major de l'administration, le général Omar, en partance pour Kidal, quand la plateforme est rentrée à Kidal. Donc, c'était sous une très vive tension. Et ça n'a pas été quelque chose de facile. Donc déjà, à ce niveau, on voit que les choses n'étaient pas très claires. Et les choses n'ont jusque-là pas été claires. Espérons qu'elles s'éclairciront à Niamey. Alors comment justement Célia Dalmeida a géré cette situation aujourd'hui? Comment gérer cette situation? Parler le langage de la vérité, se dire les choses telles qu'elles sont et accepter d'avancer ensemble, parce que de toutes les façons, qu'on soit Imirad, qu'on soit Iforas, de toute façon, la population de Kidal, en tout cas, pour ceux qui y vont, j'ai un ami qui en rentre là, est fatigué, est vraiment fatigué, a envie de reprendre le cours de sa vie. Et je pense que ceux qui se mènent cette lutte de pouvoir-là devraient le comprendre, et l'État devrait les aider, les partenaires, MINUSMA et consorts, tous ceux qui veulent s'en mêler, devraient les aider à ce que, enfin, on pose les choses sur la table. Parce que comme l'a dit le confrère Diawara, jusqu'à présent, on est juste en train de... On colmate les brèches. Quand une brèche se fait jour, on la colmate, on essaie d'avancer. Mais une autre apparaît et finalement le bateau risque de couler. Donc je pense qu'il est important, ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est qu'il y ait une réelle volonté et que tous les paramètres soient posés pour que les uns et les autres choisissent s'ils veulent en être ou pas, et que ça soit clair, qu'on sache qui est pour la paix ou pas, parce qu'au jour d'aujourd'hui, finalement, on ne sait même plus. Alors, Lamfia Sinaba, est-ce que justement la mise en place des autorités intérimaires ne serait pas une solution pour Kidal, puisqu'il y aura une représentativité de tout le monde, il y aura un redéploiement, on va dire, de l'administration quand même à Kidal, donc on va dire que les choses pourront rentrer dans l'ordre. Est-ce que ce n'est pas une solution? En réalité, on parle de Kidal, on parle de création de postes dans la ville de Kidal, postes pour le Gatia, postes pour le... En réalité, à mon avis, le problème se situe ailleurs également. Et s'il y a justement la mise en place d'autorités intérimaires, suivra le MOC qui sera une force commune. Parce qu'il faut reconnaître qu'il y a une grosse manne financière aussi qui entre en ligne de compte. La frontière algérienne pour aller jusqu'à Menaka, Andera Boukan,
comment il faut se poser la question aujourd'hui, comment les véhicules sont escortés, qui escorte les véhicules. Il y a tout cela qui entre en ligne de compte. Donc on essaie de se servir des populations immigrées, mais en réalité c'est une grosse manifestation. Maintenant par rapport à Niamey, est-ce qu'il fallait aller à Niamey? Moi à mon avis, on aurait dû rester, puisqu'on est dans le processus d'Alger. Ça a été fait, ce processus-là a été conçu dans une logique bien précise. Je pense qu'on aurait dû continuer dans cette logique-là, parce qu'en allant à Niamey, est-ce que ça ne va pas poser d'autres conditionnalités encore au processus? C'est peut-être un terrain neutre. Alors, rapidement, mesdames et messieurs, excusez-moi, on va prendre quelques secondes de pause. On revient donner la parole à Alassane Maïga. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Si vous venez de nous rejoindre, vous suivez le forum de la presse du Studio Tamani, la revue de l'actualité hebdomadaire, et Célia Dalmeida du Journal du Mali est avec nous. Lamfia Sinaba également d'EV Hebdo, Cheikh Amadou Diouara, journaliste indépendant, et Alassane Maïga de la radio Fitila, que je m'en vais d'ailleurs interroger. Alassane Maïga, dites-moi, à propos de cette situation sur la gestion de Kidal entre la CMA et la plateforme, est-ce que vous ne pensez pas que peut-être l'État doit se mêler et gérer, prendre des décisions sur la gestion de Kidal aujourd'hui? Alors, oui. Vous êtes avec moi? Alassane Maïga, vous êtes avec moi? Je dis la gestion de Kidal est très simple. Très simple, là, ça peut être très simple. Même s'il n'y a pas, l'État ne s'y mêle pas beaucoup. Parce que il suffisait seulement que la plateforme et la CMA usent de leur bonne volonté, tout est fini. Tout sera fini. Et ça va marcher très bien même. Il suffit que ceci se marche seulement et s'écoute et c'est fini. Parce qu'ils doivent avoir pitié de ces petits enfants de 6 ans, 3 ans, 4 ans. Alors, ces deux entités aujourd'hui qui prétendent quand même défendre l'intérêt de ces populations-là, et vous l'avez entendu tout à l'heure de Célia Dalmeida l'a dit, les Kidalois sont fatigués. Alors, quelle est, on va dire, votre solution, par exemple? Que proposeriez-vous? La solution? Sur la gestion de Kidal. La solution, c'est que l'État et puis la CMA et la plateforme s'y mettent sérieusement pour que tout rentre dans l'ordre, qu'il y ait l'administration, qu'il y ait tous les services et que ça démarre. Il faut que les gens se fassent confiance. Parce qu'il n'y a pas la confiance, ça ne marchera pas. Magnifique. C'est ça que moi je suis en train de voir. Merci. Donc il faut donc créer la confiance entre les différentes parties dans le processus de paix. On va à présent parler du mandat de la MINUSMA. Les forces maintien de la paix au Mali. Les Nations Unies doivent devenir plus robustes selon un rapport du Sénat français qui propose une série de solutions pour renforcer l'efficacité des opérations militaires. Selon les auteurs, elles doivent pouvoir mener plus d'actions offensives et être composées de contingents soigneusement sélectionnés pour leur qualité opérationnelle. Les sénateurs estiment que l'ONU est une juxtaposition de cantonnement de casques bleus, pas assez entraînés et qui ne sortent pas assez sur le terrain. Il faut, selon eux, des contingents qui sachent faire la guerre. Est-ce que ce rapport est sévère, Cheikh Amadou Diouara, hein? Vous avez travaillé à la MINUSMA également. Ce rapport, s'il est sincère, je ne dis pas qu'il est sévère, mais je pense qu'il vient à juste titre, il vient au moment opportun. Oui, je travaille à la MINUSMA, je pense que j'ai été le premier à passer par-ci, par-là pour expliquer le mandat de la MINUSMA en tant que PIO à l'époque. Le problème, c'est le même problème qui se pose, c'est comme le même problème de l'accord qui se pose aussi avec la MINUSMA. Pendant longtemps, les Maliens n'ont pas compris de quoi s'agit-il en réalité par rapport à ce mandat de la MINUSMA. Quand ils parlent qu'il faut des troupes qui savent faire la guerre, il ne manque pas de troupes qui savent faire la guerre dans les contingents de la MINUSMA. Le contingent tchadien qui est arrivé, Fatim, moi j'ai été avec les contingents tchadiens, j'ai couvert leur guerre contre les djihadistes à l'époque dans l'Adrar des Iforas en janvier-février 2013. Je pense qu'on ne peut pas mettre en doute la capacité des forces tchadiennes à faire la guerre. C'est plutôt le fait que les Fatim rejoignent la MINUSMA que les restrictions du système ONU les empêchent de faire leur travail. Et aujourd'hui, si la MINUSMA elle-même n'arrive pas à faire de façon efficace
la lutte contre le terrorisme, c'est parce que la France l'en empêche. Comment ? Parce qu'au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, à chaque fois qu'il a été question d'un mandat pour la MINUSMA de pouvoir lutter contre le terrorisme, avoir des possibilités d'anticiper sur le terrain de façon opérationnelle. C'est un peu paradoxal. Non, il a été dit quand même du Sénat français. Évidemment, mais il a été toujours dit au Conseil de sécurité par les représentants de la France que l'opération Barkhane a ce mandat et que la MINUSMA devrait rester une mission de stabilisation. Donc si cette déclaration du Sénat français est sincère, on espère qu'ils donneront, ils lèveront ce blocus qui maintiennent au niveau du Conseil de sécurité pour que la MINUSMA puisse faire son travail. C'est pas qu'il faut amener, je ne vois pas quels autres soldats on va amener qui seront plus efficaces, qui seront plus engagés ou qui seront mieux faire la guerre que les Tchadiens. Aujourd'hui, les Tchadiens sont là, il y a les Suédois, il y a plein d'autres contingents qui sont là, qui sont bien formés, qui sont bien équipés. Il suffit juste de les leur permettre. Cheikh Amadou Diawara, merci. Célia Dalmeida, de son côté, la MINUSMA a réagi à travers Hervé Gomar, chef d'état-major. Il dit que la principale difficulté des casques bleus pour lutter contre le terrorisme reste le manque de renseignements. Pourtant, il n'y a toujours pas, on sous-entend que les Nations Unies n'ont pas de mandat également pour combattre le terrorisme. Alors, ce sont des champs que je ne maîtrise pas beaucoup, donc je vais faire très attention à ce que je dis. Je pense, quand il dit que c'est le renseignement qui manque, je pense que c'est par rapport au manque de moyens peut-être. Par exemple, les drones, etc. Et je pense que dans le nouveau mandat qui a été adopté, il y a un renforcement des capacités en termes de collecte de renseignements, des satellites, des drones, etc. Je pense que dans le cadre du chef d'état-major, c'est plus de ça qu'il parle. On a évoqué la question du renseignement humain aussi tout à l'heure, qui leur fait défaut parce que justement la question de confiance est là. Les Maliens ne vont pas se lever et aller livrer leurs frères à la MINUSMA. Ça ne va jamais arriver, ça. Tant que justement les gens n'ont pas compris pourquoi la MINUSMA est là et ne la voient pas agir pour leurs intérêts. Parce que c'est ça. Pour l'instant, le Malien a l'impression que la MINUSMA a fait des patrouilles et se retranche dans ses camps. Et puis quand elle est attaquée, voilà. On ne voit pas vraiment l'action pour le Mali de la MINUSMA. Donc ce rapport du Sénat français, je suis absolument d'accord avec Cheikh, est quand même paradoxal parce que si la France, et c'est le discours qu'on tient à la MINUSMA est là pour la stabilisation, la lutte contre le terrorisme, c'est Barkhane. Si aujourd'hui on nous dit, les Français nous disent la MINUSMA doit être plus guerrière, on attend de les voir à l'œuvre. Alors, Lanfia, pensez-vous que négocier avec les terroristes, comme certains le soutiennent ces 2 jours-ci, est une des solutions préalables? Je vois de plus en plus de voix qui s'élèvent et qui demandent de négocier avec Yad Agadi, en Sardine et autres. Oui, la négociation en tant que telle, je suis d'accord avec le principe. Alors, quelles sont les valeurs fondamentales qu'on peut négocier avec un terroriste? Non. Ne me mets pas en difficulté. Parce que quel est l'accord, justement, qu'on peut avoir avec quelqu'un qui a pour vocation de s'aimer la terreur? Moi, quand je prends le cas, par exemple, de Iyad. Iyad, je me dis aujourd'hui, est-ce qu'il est encore fréquentable? Si l'on écoutait, s'il a une proposition à faire, sinon par principe, je condamne. Je ne voudrais pas entrer dans ce détail-là parce que ça, c'est un chapitre que j'ai traité dans mon livre qui vient de sortir. J'ai dit que je suis pour le dialogue, je suis pour le débat, mais face à ces gens, c'est très très difficile. Parce que c'est des gens qui n'ont rien à apporter, qui puissent de nature à être un plus pour l'humanité, pour la civilisation humaine. Magnifique. On le rappelle, Lanfia Sinaba est journaliste à l'Éveil Hebdo, mais également écrivain. Cheikh Amadou Diawara, dites-moi, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des groupes terroristes fréquentables et d'autres non? Moi déjà, j'ai un sérieux problème avec la connotation terroriste. Donc déjà, c'est assez complexe à ce niveau. Mais moi, je pense que si il y a des éléments déterminants qui sont vraiment importants et dont négocier avec eux peut nous sortir
de cette situation. Alors, Négocions avec eux, même si c'est avec le diable que nous avons la solution. Des éléments déterminants. Qu'est-ce que vous appelez éléments déterminants? Moi, je parle de... En fait, on parle de Iyad. Moi aujourd'hui, je ne connais pas les capacités de Iyad. Parce qu'il ne s'agit pas de négocier juste avec quelqu'un. Il s'agit de négocier avec quelqu'un qui, si on arrive à avoir un compromis, on en finit avec le problème. Si tel est le cas de Iyad, pourquoi ne pas négocier avec lui? C'est Iyad Almeida. On a vu quand même que Iyad Agali a jusqu'à présent une capacité de nuisance. Il y a eu des revendications de son groupe en Sardaigne il n'y a pas si longtemps que ça. Très rapidement. D'accord, très bien, on peut dire ça. Mais le Mali a 1 200 000 km². Iyad règne sur une petite partie du Mali. Il y a d'autres groupes qui sont en train de naître sur lesquels Iyad n'a aucune... Et comme on l'a dit tout à l'heure, est-ce qu'il a voulu faire allégeance à Daesh? Daesh a dit non merci, on n'en veut pas. Donc est-ce que ce monsieur représente encore ce qu'il représentait en début 2012? La question se pose. Les soutiens qu'il avait ailleurs dans d'autres pays avec d'autres engences terroristes. Donc comme le dit Cheikh, est-ce que si on se met d'accord avec Iyad, est-ce que ça va être la fin du problème? Difficile à dire. Alors, merci. En 2 mots, on va rapidement parler de Djenné. L'UNESCO a annoncé que le Comité du patrimoine mondial de l'humanité réuni à Istanbul a inscrit le site des villes anciennes de Djenné sur la liste en raison de l'insécurité dans la région qui ne permet pas sa protection. Le comité a exprimé sa préoccupation concernant ce bien situé dans une région affectée par l'insécurité. Al-Qaïda au Maghreb islamique, Amadou Koufa et bien d'autres groupes, un banditisme résiduel dans la zone. Est-ce que l'Amphia Sinaba, c'est un défi pour Nina Walatintalou, Madame la nouvelle ministre de l'artisanat et du tourisme? Un défi, oui, pour que ce patrimoine ne puisse pas être atteint. Parce que d'abord, il faut expliquer pourquoi ce patrimoine a été inscrit. C'est parce qu'il y a des menaces. Mais il y a le patrimoine fait aujourd'hui face à une double menace. C'est-à-dire que le fait qu'il y a le caractère d'insécurité, de terrorisme qui se mêle dans la danse. Et donc je pense que c'est un défi, pas pour Nina Intalou seul, c'est un défi pour nous tous, en tant que Maliens, pour que vraiment ce patrimoine puisse être préservé. Cheikh Amadou Diouara. Moi, je pense que le défi le plus important aujourd'hui par rapport à tous ces patrimoines qui n'avaient de visiteurs que les touristes étrangers occidentaux qui venaient. Et aujourd'hui, excusez-moi de l'expression, c'est que les touristes s'est écroulé. Donc aujourd'hui, je pense que le défi, c'est plutôt essayer de créer un intérêt pour les nationaux à visiter ces sites et à créer un tourisme national. La France est une des premières destinations au monde. 51% des touristes français sont français. Donc pourquoi ne pas tenter ça ici aujourd'hui, ici au Mali, et essayer de réussir ça. Par contre, par rapport à la situation de patrimoine en péril, je pense que les sites de Sanaï, les sites de Souk, d'autres sites de Koukia et autres sont beaucoup plus en péril pendant qu'ils sont dans des endroits où il n'y a même pas d'État, il n'y a même pas de structure d'action culturelle, etc. Djenné est une préfecture, mais à Djenné, il y a même une direction de l'action culturelle. Toutes les structures de veille sont là. Alors pourquoi c'est là-bas qui est déclaré patrimoine en péril pendant qu'il y a d'autres qui sont patrimoine mondial de l'UNESCO et qui sont dans des zones beaucoup plus menacées? Ça, je trouve ça un peu paradoxal. Mais bon, ça n'engage que moi. En deux mots, Célia Dalmeida, très rapidement. Absolument rien à ajouter. Alors est-ce que justement, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, pas seulement par rapport à Djenné, mais par rapport au il faut développer le tourisme intérieur. C'est la seule solution pour que le Mali s'en sorte. Regardez par exemple, quand il y a le festival sur le Niger, regardez comment Ségou est en ébullition. Ça veut dire que les Maliens peuvent faire vivre le tourisme dans leur propre pays. Et parce qu'on ne donne pas envie, parce que les structures hôtelières, les Maliens n'investissent pas. Si c'est pas acheter du riz et revendre du riz, on ne construit pas d'hôtel. On n'a pas envie d'ajouter de la valeur à ce que nous avons. Et ça, c'est le défi pour valoriser nos structures, notre richesse culturelle. C'est de nous-mêmes, les Maliens, redonner de la valeur à ce que nous avons. On est là, le Maliba, on dit à tout le monde de venir et nous-mêmes on ne va nulle part. Et ça c'est un peu bizarre. Et ce qui me fait un peu peur, je me souviens que juste avant la destruction des mausolées à Tombouctou, il y avait eu ce même appel.
L'Amphia Sinaba, très rapidement, autour de Djenné. Oui, c'est ce que je disais, promouvoir le tourisme au niveau interne. Et il y avait un projet du ministère de la Culture. Malheureusement, je ne sais pas quelle est la suite qui a été réservée à ce projet-là. Et quelque part, ça nous interpelle parce qu'il n'y a pas longtemps, on a interviewé le président des artisans au niveau de la maison. Il dit qu'ils ont ce problème-là, c'est que c'est les touristes qui ne venaient pas. C'est les touristes qui venaient maintenant, ils ne viennent pas. Ils ont des sous problèmes avec. Ça, c'est au niveau même de Bamako. Donc, quelque part, ça doit nous interpeller au sens du patriotisme, à mon avis, qu'on aime nos propres produits. Au lieu de rester sur... On peut amener les enfants à les visiter, par exemple, organiser avec les écoles, aller sur les sites, aller les visiter, c'est une idée. Le temps imparti est presque arrivé à terme. Ils nous ont fait le plaisir d'être là. Merci madame, merci monsieur pour votre expertise de l'actualité hebdomadaire pour nos auditeurs. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter cette émission sur notre site www.studiotamani.org. Nuhum Djire était à la mise en onde, Mamadou Ouattara à la régie vidéo, Ayouba So a réalisé cette émission. Je suis Ousmane Diadje Touré. Merci et à la semaine prochaine. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.